Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le calcul du salaire imposable. Ça peut faire un peu peur, je sais, mais promis, à la fin de cette session, une fiche de paye, ça se lira comme un livre ouvert. Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on se pose tous, c'est, sur tout ce qu'on gagne, qu'est-ce qui est vraiment taxé? Pour le découvrir, c'est comme suivre un fil d'Ariane. Il y a des étapes bien précises. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, pas à pas. Ok, premier arrêt, le revenu brut. C'est vraiment la base de tout, le point de départ avant de retirer quoi que ce soit. Mais attention, petite subtilité, ce n'est pas juste le salaire de base qu'on voit sur le contrat. En fait, le revenu brut imposable, c'est bien plus large que ça. Bien sûr, il y a les salaires, les primes, logique. Mais il faut aussi compter les indemnités, comme celles du chômage ou de maladie, et même la rémunération de certains dirigeants. Et il y a aussi une catégorie qu'on oublie souvent mais qui pèse lourd, les avantages en nature. Oui, parce qu'on a tendance à penser salaire égale argent qui tombe sur le compte. Mais pour le fisc, c'est un peu différent. Un logement de fonction, une voiture de service qu'on peut utiliser le week-end ou même les repas fournis par l'entreprise, tout ça, c'est considéré comme du salaire. Ça a une valeur monétaire et donc, ça s'ajoute au revenu imposable. Et pour que ce soit bien clair, regardez ce chiffre. Pour 2025, si l'employeur fournit un repas, l'administration fiscale va considérer ça comme un avantage d'une valeur de 5,45 €. Ce petit montant, il vient s'ajouter au salaire brut pour le calcul de l'impôt. Ça peut paraître un détail, mais bon, multiplié par tous les jours de travail sur une année, ça commence à faire une petite somme. Bon, maintenant qu'on a additionné tout ce qui compose le revenu brut, on va faire l'inverse. On va soustraire des choses. Parce que, heureusement, tout ce qu'on touche n'est pas forcément taxé. Il y a ce qu'on pourrait appeler les échappées belles fiscales. C'est le moment des bonnes nouvelles. Là, on a des exemples très parlants et qui sont super importants, surtout pour les étudiants ou les apprentis. Ce tableau nous montre que les salaires des apprentis, ou ceux des étudiants de moins de 26 ans, sont exonérés d'impôts jusqu'à un certain plafond. Et c'est pareil pour les heures supplémentaires, elles aussi ont une limite d'exonération. Alors, ce chiffre, 5 405 €, il faut bien le mémoriser. C'est un peu le nombre magique pour 2025. Tous les salaires qu'un étudiant perçoit en dessous de ce seuil sur l'année ne sont tout simplement pas imposés. C'est une info capitale pour bien gérer son budget et surtout sa déclaration d'impôt. Ok, on a le point de départ, le revenu brut, et on a enlevé tout ce qui est exonéré. Super. Maintenant, on attaque le cœur du réacteur. Comment on passe de ce montant brut au fameux revenu net imposable? C'est ce chiffre-là qui va servir de base pour calculer l'impôt. En fait, la logique est plutôt simple. Ça se passe en 4 étapes. On prend le brut. De là, on va enlever plusieurs choses. D'abord, les cotisations sociales obligatoires, ensuite une partie la CSG, et pour finir, les frais professionnels. C'est cette suite de déductions qui nous amène tranquillement au net imposable. Petit zoom sur la CSG et la CRDS, ces deux lignes qu'on voit sur toutes les fiches de paye sans toujours savoir ce que c'est. Le point super important à comprendre, c'est que même si ces deux prélèvements sont retirés du salaire, seule une partie de la CSG est déductible du revenu imposable. La CRDS, elle, jamais. C'est une petite nuance technique, mais elle fait toute la différence. Et voilà la formule magique qui résume tout notre calcul. Pour passer du salaire net, celui qu'on touche à la fin du mois, au revenu qu'on va déclarer, il y a quelques petits ajustements à faire. On part du net perçu, on y rajoute la CSG et la CRDS qui ne sont pas déductibles, et ensuite on soustrait les frais professionnels. Et paf, on obtient le salaire fiscal. C'est sur cette base-là que l'impôt sera calculé. Allez, on arrive à la dernière grosse étape de notre calcul, les frais professionnels. Et là, attention, il y a un choix à faire. Un choix qui peut vraiment changer le montant final de l'impôt. Et la question, la voici. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour la déduction forfaitaire automatique de 10% ou alors prendre sa calculette et justifier tous ses frais réels? Ce n'est pas une petite décision, c'est une vraie stratégie à adopter. D'un côté, on a le forfait de 10%. C'est l'option tranquillité. C'est automatique, pas de justificatif à fournir, c'est le choix par défaut. De l'autre, les frais réels. Là, c'est du sur-mesure. Il faut tout garder, tout justifier, les tickets de train, les factures de repas, etc. Mais il n'y a pas de plafond. Finalement, le calcul à faire est simple. Si le total des frais réels dépasse les 10% du salaire, alors ça vaut le coup de choisir les frais réels pour faire baisser le revenu imposable. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un VRP. Il gagne 25 000 €. Si on applique le forfait, on enlève 10%, donc 2 500 €. Son revenu imposable tombe à 22 500 €. Facile. Maintenant, s'il choisit les frais réels, le calcul est plus complexe. Il doit d'abord rajouter à son salaire les allocations pour frais qu'il a touchés, puis il déduit le montant réel de toutes ses dépenses. Et dans notre exemple, après ce calcul, son revenu imposable grimpe à 27 200 €. Du coup, pour notre VRP, il n'y a pas photo.
Le forfait de 10% est beaucoup plus intéressant. Ça lui fait un revenu imposable bien plus bas. Ça montre bien qu'il faut toujours faire la simulation. L'option qui paraît la plus évidente, n'est pas forcément la meilleure pour le portefeuille. Et pour boucler la boucle, on va juste jeter un œil à une autre catégorie de revenus qui fonctionne un peu de la même manière, les pensions et les rentes. Alors, le principe de base, c'est le même que pour les salaires. Les pensions sont imposables et l'administration fiscale applique d'office un abattement de 10% pour les frais. Sauf que cet abattement, il n'est pas illimité. Il y a un plancher et un plafond. Et sans surprise, les pensions aussi sont soumises aux prélèvements sociaux. On retrouve nos fameux CSG et CRDS avec des taux qui leur sont propres et toujours cette distinction cruciale entre la part de CSG qu'on peut déduire du revenu imposable et celle qui reste non déductible. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Pour passer du salaire brut au net imposable, chaque ligne, chaque calcul, chaque choix a son importance. C'est un peu comme un puzzle et chaque pièce doit être à la bonne place. En maîtrisant tout ce parcours, la déclaration de revenus, ça devient plus qu'une simple corvée administrative. Ça se transforme en un véritable exercice d'optimisation. La question n'est plus seulement comment la remplir, mais comment bien la remplir. Alors, avec toutes ces clés en main, l'objectif est clair, faire les bons choix pour sa prochaine déclaration. Merci d'avoir suivi et à bientôt.